Aujourd'hui, les trous noirs en 100 questions avec Jean-Pierre Luminet. C'est d'astrophysique que nous allons parler aujourd'hui dans Pile Poule et plus spécifiquement de ces objets célestes tout à fait fascinants qu'on appelle les trous noirs. Le 10 avril 2019, les premières images d'un trou noir sont publiées. Il s'agit d'un trou noir supermassif situé au cœur de la galaxie M87. Elles sont suivies le 12 mai 2022, donc c'est très récent, d'images provenant de Sagittarius A au centre de la galaxie. Ces différentes observations apportent ainsi une confirmation de l'existence dans l'univers de ces trous noirs dont certains scientifiques, dont vous, Jean-Pierre Luminet, aviez prédit l'existence. Jean-Pierre Luminet, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes en direct avec nous du sud de la France. Nous vous avions reçu il y a quelques mois pour parler de votre livre L'écume de l'espace-temps. Et vous revenez aujourd'hui avec Les trous noirs en 100 questions, un livre récemment paru chez Talandier. Jean-Pierre, vous êtes astrophysicien, spécialiste mondialement reconnu de ces trous noirs et vous êtes directeur de recherche au CNRS, membre du laboratoire d'astrophysique de Marseille. Oui, tout à Et fait. vous avez, c'est ça. Et vous avez reçu de nombreux prix, dont le prix européen de la communication scientifique en 2007, le prix Kalinga et la médaille Einstein de l'UNESCO en 2021. Il y a même, Jean-Pierre Luminet, un astéroïde qui porte votre nom, l'astéroïde Luminet. Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Il a été découvert par des collègues dans les années 1990. Et voilà, il y a une petite tradition qui s'est créée relativement récemment de donner un hommage aux travaux d'astrophysiciens qui ne travaillent pas sur les astéroïdes, comme moi, mais sur les trous noirs, par exemple, voilà, d'attribuer un nom comme ça à des astéroïdes. C'est sympathique. Voilà, c'est Ouais. un petit peu. Donc, vous avez réalisé le rêve de beaucoup de gens d'avoir une étoile à votre nom. C'est quand même. Alors, Jean-Pierre Luminet, comment peut-on définir simplement euh, un trou noir? Est-ce que c'est une étoile? Est-ce que c'est une galaxie? C'est quoi exactement? Alors, ben oui, si on va parler de ça, il faut commencer par les définir avant d'en venir aux images et ce genre de choses. Alors, il y a plusieurs façons, évidemment, de présenter les trous noirs de façon relativement simple, de façon un peu plus complexe. On va commencer par la simple. Si on se souvient que dans l'univers, il y a une force d'attraction qui s'appelle la gravité. C'est la gravité qui nous retient au sol, bien entendu. C'est la gravité qui fait tomber une pomme de l'arbre et la gravité qui fait tourner la Lune autour de la Terre et qui fait tourner la Terre autour du Soleil et ainsi de suite. Bon, eh bien, dans ce cadre-là, où on considère que donc cette gravitation, c'est une force d'attraction, eh bien, pour s'arracher à l'attraction gravitationnelle d'un astre, il faut une certaine vitesse limite, une certaine vitesse bon, qu'il faut dépasser. Sinon, on retombe au sol. Hein. Si vous jetez un caillou en l'air, il retombe au sol depuis la Terre. Si vous le lancez à une vitesse de plus de 11,2 km par seconde, vous atteignez ce qu'on appelle la vitesse de libération, où le caillou, en l'occurrence la fusée évidemment, va s'échapper de l'attraction terrestre. Eh bien, dans ce cadre-là, on peut dire qu'il pourrait y exister, c'est une hypothèse au départ, et qu'il pourrait y exister dans l'univers des astres tellement énormes, évidemment beaucoup plus massifs que la Terre, que la vitesse de libération à leur surface atteindrait la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde. Cela voudrait dire que la lumière même serait retenue prisonnière de la gravité de ces astres, ne pourrait pas s'échapper. On appelle ça des astres. On a commencé à appeler ça, et c'était déjà à la fin du XVIIIe siècle, on appelait ça des astres invisibles. Mais évidemment, à l'époque, on n'avait aucun moyen de vérifier cette hypothèse-là, et l'idée est restée comme ça en sommeil pendant pratiquement 2 siècles. Et il a fallu attendre le début du XXe siècle
Et une nouvelle théorie de la gravitation, qui est plus compliquée, mais bien plus intéressante, c'est la théorie d'Einstein, qu'on appelle la relativité générale, et qui va permettre de redéfinir de façon plus profonde ce que peut être les astres invisibles, qui seront plus tard appelés les trous noirs. Alors, dans le cadre, pour faire rapidement, dans cette nouvelle façon de penser la gravitation, Einstein dit, mais ce n'est pas du tout une force. C'est simplement une manifestation de ce qu'on appelle la courbure de l'espace et du temps. Alors, évidemment, ça paraît très, très abstrait. Imaginons en fait l'espace et le temps dans lequel nous vivons. En fait, ce n'est pas une structure rigide donnée une fois pour toutes. C'est une sorte de structure élastique. Elle est élastique parce qu'en fait, elle est déformée par la présence des corps massifs qui s'y trouvent. Les corps massifs, c'est les planètes, surtout les étoiles, les galaxies, et ainsi de suite. Et donc, Einstein va dire, en fait, donc la gravitation, ce n'est plus une force, donc c'est une courbure de l'espace-temps, et il va y avoir des configurations où la courbure est tellement importante, la déformation de l'espace-temps par une concentration énorme de matière est tellement grande que ça va créer un piège gravitationnel, c'est-à-dire une sorte de puits de gravitation dans lequel, si vous rentrez dedans, vous ne pouvez plus sortir, même la lumière. Donc c'est une redéfinition de ces astres invisibles à partir de la relativité générale. Mais bon, ça remonte aux premières années du XXe siècle. Il faut attendre des décennies pour que les astrophysiciens commencent à y croire. Ouais. Ce qui est fascinant, Jean-Pierre Luminet, c'est que on a commencé à évoquer cette question au XVIIIe siècle. Et puis après, cette question a été renouvelée et stimulée, je dirais, par la relativité, mais toujours à une époque où l'observation était impossible. Donc, c'est une espèce de raisonnement, c'est une expérience de pensée, si on peut dire, et qui nous fait dire il y aura ce trou noir. Et puis un jour, très récemment, la technique a montré que ces trous noirs existaient vraiment. Absolument. Donc, effectivement, c'est une hypothèse théorique au départ, et ça reste pendant très longtemps une hypothèse théorique. Alors, tout de même, avant ces images télescopiques, il y a eu quand même quelques indications que les trous noirs pouvaient exister, mais des indications relativement indirectes. Tout d'abord, il y a eu des calculs théoriques qui montraient, par exemple, comment les trous noirs pouvaient se former. Parce qu'après tout, bon, on a quelque chose, un objet hypothétique, prédit par une théorie. Après, il faut trouver des mécanismes plausibles dans l'univers qui puissent les former. Et là, on a commencé à imaginer des mécanismes, enfin, tout à fait plausibles. Ça s'appelle l'effondrement gravitationnel. Alors, c'est quoi ce que veut dire ce terme? Par exemple, le cœur des étoiles, à la fin de la vie de lumière des étoiles, vous savez que les étoiles sont entretenues, elles émettent de l'énergie parce qu'au centre, il y a des réactions thermonucléaires qui libèrent énormément d'énergie, mais qui consomment le carburant de l'étoile. Et il y a un moment où ce carburant s'épuise. Et donc, à la fin de la vie des étoiles, le cœur de l'étoile finit par se contracter sous sa propre gravité. Alors, en général, pour plus de 99% des étoiles, le cœur ne va jamais se contracter suffisamment pour fabriquer un astre invisible, un trou noir. Mais pour les étoiles les plus massives, qui représentent peut-être une étoile sur 10 000, eh bien, le cœur subit ce qu'on appelle un effondrement gravitationnel. Brutalement, il va se contracter et il va atteindre la taille limite pour fabriquer donc ce piège gravitationnel. Ça date de la fin des années 1930 avec simplement des calculs. Après, pendant 30 ans, 40 ans, à nouveau, on n'en parle plus. Entre-temps, il y a des théoriciens. Alors ça, peut-être les auditeurs, évidemment, sans doute, ont entendu parler du nom de Stephen Hawking, évidemment, et puis quelques autres comme Roger Penrose, celui qui a été mon directeur de thèse, Brandon Carter, qui refont des calculs compliqués de relativité générale, mais toujours sans aucune indication astronomique précise. Et il faut attendre les années 1970 pour qu'enfin, on commence à avoir l'idée que les trous noirs puissent vraiment exister dans l'univers. Et c'est l'époque où moi-même, j'ai commencé à faire mes premières recherches à la fin des années 1970. Mais au départ, c'était de façon très, très indirecte. On se dit, pour détecter un trou noir par l'astronomie, puisque le trou noir n'émet pas de lumière par lui-même, qu'est-ce qu'on va faire? On va observer ce qui se passe autour. Parce que le trou noir, il va avoir une influence particulière qu'aucun autre type d'objet céleste ne peut avoir sur la matière qui l'entoure. Parce que le trou noir, il peut avoir autour de la matière qui l'entoure, la matière, c'est du gaz, par exemple, qui tourbillonne autour de lui. Le gaz, avant de
disparaît dans le trou noir, va chauffer énormément à des millions de degrés et va émettre des signaux électromagnétiques d'un type de rayonnement particulier. Voilà. Et donc, c'est comme ça que dans les années 70, on a commencé à soupçonner indirectement, en observant ce genre de rayonnement électromagnétique bizarre, que les trous noirs pouvaient exister. Et après, il faudra attendre 40 ans, comme vous l'avez rappelé en début d'émission, pour obtenir enfin des images télescopiques. Ce pas des photographies, hein, c'est des reconstitutions très compliquées à partir de différents instruments. Oui, c'est quoi ça? Comment on peut... Ouais. Parce que comment est-ce qu'on peut représenter quelque chose qui est un puits de lumière? Parce que la photographie ou n'importe quelle représentation dans notre esprit est basée sur la lumière. Oui, Donc, alors ce que l'on voit alors, dans ces deux images télescopiques, on voit au centre quelque chose de noir. Donc ça s'appelle l'ombre du trou noir. C'est le trou noir lui-même qui, évidemment, est parfaitement noir. Donc, pour voir quelque chose, on voit autour une couronne lumineuse. Donc, ce qu'il y a autour, donc, c'est en fait ce qu'on appelle un disque d'accrétion, c'est-à-dire un disque de gaz trop chaud qui tourne autour du trou noir. Alors, ce qu'il faut préciser peut-être, c'est que ces choses-là avaient d'abord été calculées à nouveau sur le plan théorique, à quoi devrait ressembler un trou noir, grand ou petit, parce qu'il y a des trous noirs de plusieurs tailles possibles, on en reparlera, à quoi devrait ressembler un trou noir, entouré de quelque chose qui brille, évidemment, hein, sinon c'est juste, il y a un œil noir dans le ciel, on ne voit rien. Voilà. Et bien, ce premier travail, en fait, c'est moi qui ai eu la chance d'avoir l'opportunité de le faire en 1978. Donc, tout jeune chercheur débarquant de ma Provence natale à l'Observatoire de Paris-Meudon pour faire des travaux compliqués de relativité générale. Je m'intéresse évidemment aux trous noirs, mais à l'époque, je répète, ce n'était pas très crédible pour les astronomes. Et c'est un petit peu par défi que je me suis dit, en fait, je vais calculer à quoi ça va ressembler par l'ordinateur. Et donc, j'ai écrit les équations qu'il faut pour calculer la forme bizarre qu'aurait un disque de gaz déformé par la courbure de l'espace-temps avec plein de propriétés compliquées. Voilà. Et donc, j'ai finalisé ce travail et j'ai produit une image virtuelle, une photographie virtuelle en noir et blanc de à quoi ressemblerait un trou noir entouré d'un disque de gaz, sans me douter du tout que de mon vivant, on puisse accéder à une telle finesse de vue, parce que, en fait, je ne l'ai pas encore dit, mais les trous noirs, en fait, sont tout petits. Enfin, en tout cas, leur taille est très concentrée. Les trous noirs sont très concentrés. Alors, un trou noir normal, c'est un trou noir stellaire, ceux qui se forment par les fondements gravitationnels des étoiles. Ils font 30 km de taille à peine. 30 km. Et le plus proche, il est à plus de 1000 années-lumière. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, une année-lumière, c'est déjà 10 000 milliards de kilomètres. Donc, en fait, il est impossible d'imaginer même qu'on puisse un jour avoir un télescope capable de voir ça. C'est l'équivalent de voir une bactérie sur la Lune, par exemple. Donc, ce n'est même pas la peine d'y songer. Sauf que, on a commencé à étudier des trous noirs géants, supermassifs. Vous les avez mentionnés au début, là, M87 et Sagittaire. Ce sont des trous noirs dont les masses, ce n'est plus des masses d'étoiles, mais c'est des millions ou des milliards de fois la masse d'étoiles. Et il se trouve qu'il y a une loi simple qui lie la taille d'un trou noir à sa masse, c'est proportionnel. Donc, si vous avez un trou noir de 10 milliards de masses solaires, il va faire 40 milliards de kilomètres. Donc, il devient énorme. Voilà. Et donc, c'est pour ça que des radioastronomes, après le calcul que j'avais fait à la fin des années 1970, des astronomes qui font des observations du ciel dans le domaine des ondes radio, ont eu l'idée géniale de monter un projet extraordinaire qui s'appelle l'Event Horizon Telescope, télescope de l'horizon des événements, qui met ensemble en fait un ensemble d'instruments, des radiotélescopes, positionnés sur la planète entière, sur la Terre entière, de l'Antarctique aux îles Hawaï, en passant par le Chili, les États-Unis, l'Europe, etc., de faire fonctionner ensemble ces radiotélescopes pour créer un réseau donnant l'équivalent d'un télescope unique qui a la taille de la planète. Et donc, vous augmentez, en augmentant la taille, vous augmentez évidemment la finesse de vue. Et ils avaient calculé qu'avec ça, ils seraient capables de voir l'équivalent d'une pièce de monnaie sur la Lune. Eh bien, c'est la taille de ces deux trous noirs que vous avez mentionné au début. Un trou noir gigantesque qui est au centre de la galaxie Messier 87 et un trou noir moins gros, mais qui est quand même 4 millions de fois la masse du Soleil, qui est au centre de la galaxie. Tous les deux, sur le ciel, ils ont à peu près cette taille-là et ils ont fait l'objet de ces premières observations. Et donc, les reconstitutions d'images ont montré ces trous noirs.
Et ce qui a été merveilleux, c'est que ça a confirmé évidemment les calculs numériques que j'avais fait. Oui, ça a confirmé vos calculs. Et ce qui est extraordinaire, on le voit bien dans votre livre, donc je rappelle Les trous noirs en 100 questions chez Talandier. Dans ce livre, on a l'image que vous aviez synthétisée dans les années 70 et à côté, on regarde les photos qui ont été prises il y a quelques mois et ça correspond. C'est extraordinaire, c'est-à-dire que votre imagination, finalement, a anticipé ce qu'on allait découvrir. Oui, mais enfin, ça, c'est le travail du théoricien, hein, d'écrire correctement les équations. Enfin, je veux dire, c'est pas seulement mon imagination, c'est Oui, mais simplement enfin, quand même, quand d'écrire un correctement. scientifique. Oui, non, mais ça montre tout simplement que les lois que j'ai utilisées, qui sont celles de la relativité générale, ou dans le cas la théorie d'Einstein, où vous allez calculer les trajectoires bizarres des rayons lumineux dans un espace-temps courbé. Si vous écrivez correctement vos équations et si vous faites confiance à la théorie, qui par ailleurs effectivement a révélé toute sa force, ben, forcément vous prédisez Oui, oui, quelque mais chose. alors, non, mais justement, il faut faire confiance en la théorie. On peut passer sa vie sur une théorie fausse. Et Ah, là, ça un c'est seul vrai, oui, coup, j'en connais, oui. d'un seul coup, on voit la photo et tout le monde voit que ce que vous aviez imaginé, vous et d'autres, bon, Oui, mais, bien sûr. mais, ce que vous aviez imaginé, le dessin que vous aviez réalisé à ce moment-là, finalement, c'est la réalité. Donc, on doit se dire, ben voilà, je ne me suis pas complètement trompé dans mon existence. Absolument, oui. Mais d'ailleurs, dans cette affaire-là, parce que j'ai fait aussi d'autres choses hein, que des images de son dans ma vie, mais dans cette affaire-là, la chose qui m'a finalement le plus enchanté, bon, c'est pas tellement que les images ressemblaient à ce que j'avais calculé, parce que j'aurais été surpris que ce soit le contraire. Ce qui m'a le plus amusé dans cette histoire-là, c'est que moi, je l'ai pas dit, mais à l'époque, quand j'ai fait ce calcul-là, vu l'état des ordinateurs de l'époque, etc., il n'y avait même pas de logiciel pour faire des images. Donc j'ai finalisé l'image à la main en traçant à la main pendant des jours et des jours des milliers de petits points en représentant les rayons lumineux qui arrivaient sur ma plaque photo virtuelle. Voilà. Tandis que les images télescopiques dont j'ai parlé, il a fallu 2 ans de reconstitution sur des super ordinateurs avec une équipe de 250 chercheurs qui ont travaillé dessus. C'est comme ça génial d'arriver finalement à des résultats analogues, évidemment plus fins, évidemment, avec ces dernières observations que dans les simulations numériques. Mais voilà, ça illustre la beauté de la chose et pourquoi, effectivement, on peut être passionné par le genre de calcul voilà, que j'ai fait toute ma vie. Parce que moi, mon métier, je ne suis pas astronome, je suis astrophysicien. Après, j'ai travaillé sur d'autres aspects. Donc, j'en parle d'ailleurs dans le livre aussi. Quelques années plus tard, je me suis posé une autre question. Alors, une part d'imagination, mais réaliste, si vous voulez. Je me suis dit, puisqu'il y a des gros trous noirs au centre de chaque galaxie, des trous noirs géants, il doit y avoir forcément des étoiles qui passent tout près. Alors, il y en a qui vont tomber dedans, qui vont disparaître, c'est pas très intéressant. Le plus intéressant, c'est les étoiles qui vont les frôler. Et pareil, je mets ça en équation. Je calcule qu'est-ce qui arrive à ces étoiles. Et je découvre, je propose, en fait, je découvre, c'est pas une découverte, c'est une proposition. Là, je calcule que ces étoiles doivent être aplaties en quelques heures en passant par le trou noir. J'ai appelé ça des crêpes stellaires. Elles étaient aplaties sous forme de crêpes gazeuses. Et à force d'être aplaties, ils finissaient un jour par exploser en donnant des grandes flambées de rayonnement. Donc j'avais appelé ça les crêpes stellaires flambées en français. Après, les articles techniques qui étaient bien évidemment en anglais dans la revue internationale. Voilà. Eh bien, tout ça, ça a été vérifié, mais beaucoup plus rapidement, en fait. 10 ans après, on a commencé à observer les premières crêpes stellaires flambées. Et aujourd'hui, on a des catalogues d'étoiles qui sont comme ça, brisées, détruites, en étant écrasées, puis en émettant des quantités de rayonnement par des trous noirs géants. Donc, c'est aussi un exemple de calcul correct, plausible. Et puis, C'est vrai qu'une théorie, on peut être l'auteur d'une théorie et pas forcément aller jusqu'au bout, parce que vous dites ce livre aussi que Einstein, qui est l'inventeur de la relativité, le créateur de la relativité, lui, il croyait pas aux trous noirs, alors que c'est grâce à sa théorie qu'on les a devinés, puis confirmés, puis observés. oui, exactement. Moi, ça, c'est effectivement un aspect très, très intéressant qui montre que des grands esprits ne sont pas totalement universels non plus. Donc, Einstein lui-même, le père de la théorie, qui permet de prédire l'existence du trou noir, qui permet de prédire, alors ça, c'est d'autres livres, pas celui-là, l'existence du Big Bang, qui serait le début de l'univers, et Einstein également, qui est l'un des pères de ce qu'on appelle la physique quantique, c'est-à-dire l'autre branche de la physique qui s'intéresse à l'infiniment petit, eh bien, il a été réticent
à ces trois conséquences qui sont pourtant les plus intéressantes et les plus fascinantes de sa théorie. Donc, c'est le père d'une théorie qui permet de calculer des choses nouvelles et il ne va pas jusqu'au bout d'accepter ces choses nouvelles. Donc, effectivement, je raconte que notamment, il a publié un article en 1939, je crois, faux, où il fait une erreur de calcul parce qu'il essaie de démontrer que les trous noirs ne peuvent pas exister dans la nature, alors que c'est les conséquences incontournables de sa théorie. Ouais. Ouais. Et alors évidemment, quand on n'est pas physicien, astrophysicien, on se raccroche un petit peu à des images, etc. Et il y a une part de rêve, forcément, lorsqu'on lit des livres comme le vôtre, il y a une part de rêve parce que comme on ne comprend pas tout, en tout cas pas tout en profondeur, même s'il est extrêmement bien, très très pédagogique et extrêmement bien expliqué. Mais il y a cette part un petit peu. Et vous dites à un moment donné, alors moi j'ai trouvé ça fascinant, que les trous noirs ralentissent le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand on s'approche d'un trou noir, finalement, plus on s'approche d'un trou noir, plus on devient éternel. Oui, bon, d'une certaine manière, non, pas tout à fait. Je vais vous expliquer ça. Simplement, avant, effectivement, ce livre, Les trous noirs en 100 questions, j'ai essayé de le rendre le plus pédagogique possible. En fait, les trous noirs m'ont accompagné toute ma vie, puisque je viens de raconter que j'avais fait ces premiers calculs il y a plus de 40 ans maintenant. Et j'ai écrit plusieurs livres. Donc, celui-là, c'est mon troisième livre sur les trous noirs. Donc, le livre antérieur était un petit peu plus compliqué, d'une certaine façon. Et là, effectivement, j'ai essayé de répondre, de trouver 100 questions. Alors, évidemment, il y a des questions un peu plus complexes que d'autres, puis il y a des questions simples. Et finalement, ce sont des questions basiques que le public me pose, parce que j'ai fait énormément de conférences de vulgarisation pour tous les publics sur les trous noirs depuis des années. Et donc, ce sont des questions que l'on me pose. Qu'est-ce qu'il y a au fond d'un trou noir, ceci, cela. Et notamment, la question que vous me posez, effectivement, c'est quelque chose d'a priori surprenant. On appelle ça le gel temporel. Alors, cela aussi, c'est en fait une conséquence de la théorie d'Einstein, qui nous dit qu'en fait, le temps que nous vivons n'est pas forcément le même que le temps que l'on peut mesurer à distance et en mouvement. Alors, bon, je m'explique plus clairement. On a chacun d'entre nous un temps propre qui est mesuré par exemple par une horloge que nous emportons avec nous. Bon, imaginons maintenant un astronaute qui part dans l'espace et qui va décider d'explorer un trou noir. Bon, il sait qu'il ne reviendra pas, mais il peut mesurer en tout cas avec son temps à lui, le vrai temps, hein, son temps à lui, une horloge, les battements de cœur, etc. Il va pouvoir mesurer le temps qu'il met pour traverser le trou noir, pour atteindre la surface du trou noir, qui, je dis parce que je ne l'ai pas dit au début, la surface d'un trou noir n'est pas une surface dure et matérielle, c'est une frontière, une frontière de non-retour. Donc on peut franchir la surface d'un trou noir. Et donc il peut mesurer ce temps-là. Et ça va durer, selon la taille du trou noir, ça peut durer quelques secondes ou quelques heures au maximum. Maintenant, un astronaute qui l'accompagne dans son voyage, mais qui décide, lui, de rester à l'extérieur et d'observer ce qui se passe de loin. Qu'est-ce que devient son compagnon? Eh bien, lui va avoir les images de l'astronaute qui tombe dans le trou noir ralentir, 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 et se figer ad aeternam. Et la dernière image qu'il verra, mais dans un temps infini, en fait, dans le futur, sera l'image où son compagnon touche la surface du trou noir. Donc, c'est un effet en fait de relativité. Le temps est élastique et il est énormément déformé par les vitesses quand elles tendent vers la vitesse de la lumière ou par les champs de gravité très importants créés par les trous noirs. C'est ça, en fait, ce phénomène du gel temporel. Et donc, ça veut dire qu'en fait, tout ce qui va se passer à l'intérieur d'un trou noir, évidemment, il n'y aura aucune image vue de l'extérieur. D'ailleurs, c'est pour ça que la surface d'un trou noir s'appelle justement horizon des événements, pour dire que tout ce qui se passe, les événements qui se passent une fois que vous avez franchi la surface, échappent à la vue des observateurs extérieurs, parce que ça joue le rôle d'un horizon au-delà duquel on ne peut pas voir les choses. Et vous comprenez que pour le romancier que je suis par ailleurs, toutes ces questions éveillent quand même énormément de questions, de stimulation, etc. Et tas d'autres romanciers, inventeurs d'histoires, etc. Moi, j'aurais une question plus personnelle à vous poser, Jean-Pierre Luminet, concernant lorsqu'on fréquente justement ces trous noirs qui sont si loin, cette lumière, ces trous noirs qui absorbent la lumière, ce temps qui se ralentit.
quelles conséquences est-ce qu'on en tire sur sa vie personnelle? Voilà, sur sa vie, sur ses croyances. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un impact de ça, ou alors est-ce qu'il y a je veux dire, une sissiparité, enfin une vraie division entre la vie, les croyances, etc., et la pensée scientifique, et qu'on s'interdit d'une certaine façon les passerelles entre l'un et l'autre? Oui, ben, c'est une profonde question, mais qui, en fait, je pense, dépend des personnalités enfin, de chaque individu. Il y a des chercheurs qui essaient, comment dire, de faire coïncider leurs recherches purement scientifiques avec une certaine vision du monde, une certaine philosophie, une certaine croyance, une certaine métaphysique éventuellement. Et il y en a d'autres euh, voilà, qui sépare les choses. Donc, dans mon cas personnel, bon, je me suis passionné pour l'étude des trous noirs et de bien d'autres choses, le Big Bang, ce genre de choses, qui posent d'ailleurs des questions peut-être de métaphysique encore plus profondes, parce qu'avec le Big Bang, on a des idées sur l'origine même du monde. Ça, c'est une très, très profonde question. Euh, mais je ne pense pas que que mes travaux aient eu une influence majeure sur la vision générale du monde, une vision philosophique ou métaphysique Oui, mais alors, qui a énormément évolué d'ailleurs au cours de mon parcours. Hein. J'ai maintenant 70 ans, donc c'est sûr que mon vision, c'est pas la même que celle que j'avais lorsque j'avais 20 ans. Je suis pas sûr, c'est pas évident hein, de le dire a posteriori. Je sais pas très bien finalement qu'est-ce qui m'a fait évoluer dans voilà, dans ma philosophie générale. Probablement, effectivement, l'immense recul que m'a apporté toutes mes recherches par rapport à la vie de tous les jours, au phénomène de courte durée, c'est vrai que ça a joué, hein, une sorte de prendre la relativité, justement, des choses et des événements. Mais les travaux sur les trous noirs, pas spécifiquement. Hein. Encore que. Ah ben, j'ai envie d'illustrer, parce que les trous noirs, finalement, c'est aussi, de même que le Big Bang, c'est un petit peu une image souvent faussée d'ailleurs, de l'origine possible de toute chose, donc il pose évidemment des questions de métaphysique, hein, d'où ça vient, est-ce qu'il y a un cratère ou pas, ce genre de choses. Le trou noir, lui, ça marque plutôt la fin de toute chose. C'est le gouffre dans lequel tout s'arrête. Et donc, ça pose aussi quelques questionnements. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. À l'époque où j'ai créé mon image de trou noir, qui ressemble donc à un œil noir entouré d'un halo de lumière, eh bien, je préparais un recueil, une anthologie de poésie d'inspiration cosmique. Et je relis à cette occasion-là beaucoup de poèmes. Et je redécouvre les poésies des romantiques, des grands écrivains romantiques et des grands poètes romantiques, notamment Gérard de Nerval. Gérard de Nerval, on est en 1854, si je me souviens bien, il écrit un poème et où il décrit l'agonie du Christ sur la croix, au mont des Oliviers. Bon, d'accord, pourquoi pas. Bon, mais simplement, il y a deux strophes dans ce poème-là qui sont extraordinaires parce qu'elles le décrivent, mais juste avec l'intuition du poète. On ignore tout des trous noirs à cette époque. Hein. Les astres invisibles avaient été totalement oubliés à cette époque-là. Il écrit la chose suivante. Et c'est la meilleure légende que j'ai trouvée de l'image des trous noirs que l'on a aujourd'hui. Il écrit en cherchant l'œil de Dieu. Je n'ai vu qu'une orbite vaste, noire et sans fond, d'où la nuit qui l'habite rayonne sur le monde et s'épaissit toujours. Un arc-en-ciel étrange entoure ce puits sombre, seuil de l'ancien chaos dont le néant est l'ombre, spirale engloutissant les mondes et les jours. Extraordinaire description du Ouais, tourbillon mais d'esprit. ce qui est extraordinaire dans sa description de Nerval, c'est que c'est la précision de la vision. L'expression est absolument époustouflante. Mais oui, ça veut dire que ça correspond. Donc, le trou noir, à l'époque, en tant qu'objet astrophysique, est totalement ignoré. Il n'est pas encore découvert. Mais l'intuition du poète, à partir de cet archétype du gouffre sans fond, dans lequel finalement toute existence finit par terminer, et Nerval, avec son génie poétique, imagine qu'il n'y a pas que les existences individuelles qui disparaissent, mais même l'espace et le temps. Quand il parle de la spirale qui engloutit les mondes et les jours, c'est tout à fait extraordinaire. Et ce sera ce que redécouvrira avec les outils, cette fois-ci, des mathématiques et de la physique fondamentale, ce que se découvrira 150 ans plus tard, hein, la science contemporaine. Moi, j'ai toujours été fasciné justement par ces relations, ces liens étroits qu'il y a entre la recherche scientifique pure et dure et les autres disciplines de l'esprit humain.
qui passe par la littérature, la poésie, la musique, les arts plastiques, la philosophie. Et il y a des cousinages extrêmement étroits, parce que finalement, c'est l'intuition. Vous parliez tout à l'heure d'imagination, dont l'imagination, disait Einstein et quelques autres, est effectivement plus importante que le savoir, parce que c'est grâce à l'imagination, à l'intuition, que nous élaborons des modèles, que nous faisons des prédictions. Après, les prédictions, elles sont vérifiées ou pas par les observations. C'est comme ça que ça marche, en fait, la physique d'aujourd'hui. Bon, moi, je suis du côté des modélisateurs, intuition ou pas. Je fais les prédictions. Après, à charge aux astronomes et aux expérimentateurs de vérifier que ça marche ou pas. Donc, c'est un travail qui est assez exaltant, effectivement, quand on aime ça. Mais est-ce que vous avez dit tout à l'heure, Jean-Pierre Luminet, que il y avait le travail scientifique, il y avait les calculs, il y avait tout ça, et que ça ne changeait pas forcément dans le fond votre vision, ça n'avait pas vraiment changé votre vision du monde. Alors, bah, permettez-moi une question directe, mais alors, à quoi ça sert tout ça? Si c'est simplement des calculs, des images, etc., et que quelque part, on ne progresse pas dans notre vision du monde et éventuellement dans la façon de l'aborder. Ah non, mais là, je vais vous parler de ma vision du monde personnel. Maintenant, Ben oui, je parle de votre vision du monde personnel. Oui, mais enfin, chaque comment dire, proposition, enfin, chaque innovation scientifique fait avancer notre connaissance de l'univers. Donc, ça apporte une pierre quand même à un édifice très ambitieux, qui est celui de tenter de comprendre les mécanismes mystérieux de cet univers, qui est à la fois gigantesque, immense, beau et mystérieux. Le travail des chercheurs, c'est d'en décoder les lois. Et à partir de là, après beaucoup en tirent éventuellement après des enseignements plus personnels sur leur vision du monde. Bon, je vais peut-être exagérer en disant que chez moi, il n'y avait pas eu d'influence. Je vous dis, en fait, c'est pas évident d'en parler comme ça a posteriori. Hein. Ah oui, oui, bien sûr, bah c'est compliqué. Alors, on va parler d'autre chose. Alors, il y a quelque chose qui est aussi fascinant. Il y a les trous noirs. Et puis, il y a quelque chose qui stimule aussi notre imagination. Et vous en parlez beaucoup dans votre livre, c'est les trous de verre. Oui, oui. Oui, alors ça résulte en fait. Ça, c'est vraiment c'est très impressionnant et c'est très drôle à la fois. Oui, absolument. Alors, ça résulte en fait, les questions de base avec le trou noir, à partir du moment où on dit c'est un piège gravitationnel, qu'une fois qu'on le franchit, on ne peut pas sortir, je dis, qu'est-ce qu'il y a au fond? Déjà, une question, qu'est-ce qu'il y a au fond d'un trou noir? Voilà. En fait, on n'en sait rien. On ne peut qu'y envoyer que nos équations, hein, parce qu'évidemment, il n'y a pas l'astronaute qui va aller plonger dedans pour ressortir. Voilà. Alors, deux choses l'une, hein, soit le fond d'un trou noir, il est bouché, une sorte de nœud qu'on appelle une singularité qui bouche l'espace-temps, et tout s'accumule dans ce nœud infini. Mais ce nœud-là, il ne plaît pas beaucoup aux physiciens, parce qu'il y a des quantités infinies qui surgissent, on ne peut plus faire aucun calcul. Donc, les physiciens se disent, il y a peut-être autre chose. Et donc, effectivement, la théorie de la relativité propose une autre solution, que le fond d'un trou noir n'est pas bouché, mais crée une sorte de tunnel, un tunnel de l'espace-temps, qui va permettre de connecter le trou noir dans lequel on rentre avec un objet qui va être une sorte d'inverse du trou noir qu'on appelle une fontaine blanche, dans laquelle on va sortir ailleurs dans l'espace et le temps. Et la connexion entre les deux, on l'a appelée dans les années 1960, lorsque ça a été d'abord étudié par les mathématiques, on l'a étudié un trou de verre, verre, V-E-R, wormhole en anglais. Alors pourquoi c'est fascinant? Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que si ça existe vraiment, si l'univers fabrique des trous noirs avec des trous de verre qu'on puisse traverser et ressortir ailleurs dans l'espace-temps, on a enfin trouvé un moyen de voyager dans l'espace-temps en utilisant des raccourcis. Parce que le trajet spatio-temporel empruntant un trou de verre est beaucoup plus court que les trajets normaux. Vous savez que l'univers est immense, qu'on est limité, nous, par la vitesse de la lumière, et que donc, si on ne trouve pas de raccourci, on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière, ça c'est absolument certain, et donc on n'ira jamais voyager dans les étoiles, et encore moins dans les galaxies lointaines. Elles sont absolument hors de notre portée sur des échelles de vie humaine, sauf s'il y a des trous de verre. On fait faire des calculs de relativité, et si on a un trou de verre, par exemple, qui relierait notre système solaire au centre de la galaxie, par exemple, hein, le centre de la galaxie il a 26 000 années-lumière. Donc, si vous voulez y aller normalement, il vous faut au moins 26 000 ans à la vitesse de la lumière. Bon, donc c'est impossible, évidemment. Si un trou de verre, on pourrait éventuellement y aller en une semaine.
Donc, évidemment, ça a fasciné les physiciens, puis après les écrivains de science-fiction. Vous me parliez tout à l'heure, vous disiez que vous étiez romancier. Alors là, je peux vous dire que les écrivains de Ah là, science-fiction, il y a plein de romans et de films qui sont basés sur cette. et après les films, Interstellar, tout un ensemble de choses, de films qui ont exploité cette idée. Donc, ce n'est pas de l'imagination pure émanant de scénaristes ou de romanciers, c'est d'abord, ils en sont allés d'abord puiser cette hypothèse, ça reste une hypothèse, hein, évidemment. Les trous noirs, eux, ils ont été effectivement prouvés par l'observation. Maintenant, les trous de verre, ça reste une hypothèse. Hein, voilà. Ouais. Mais l'hypothèse Ah, est mais tellement... attendez, c'est formidable pour les romanciers parce que le principal problème des voyages interstellaires, c'est que ça dure des milliers d'années et qu'on ne peut pas y aller. Si vous dites aux romanciers, bah, vous savez, si vous trouvez le raccourci, bah, dans une vie humaine, vous pouvez aller visiter des espaces extrêmement lointains et vous vous étonnez qu'ils ils se jettent dessus. Ben, bien sûr, voilà. D'où le succès du film qui s'appelle Interstellar. Mais alors, ma question, c'est bon, c'est vrai que les romanciers, les gens de science-fiction prennent cette hypothèse des trous noirs pour valider d'une certaine façon et pour rendre un peu plus vraisemblable leurs histoires d'exploration interstellaire. Mais est-ce que c'est complètement impossible? Est-ce que c'est ou est-ce que c'est on peut imaginer dans très longtemps une technologie qui permettrait d'identifier ces trous de verre et de faire un petit peu ces courts-circuits temporels Oui, excellente question. Alors, après l'enthousiasme initial des physiciens théoriciens qui avaient calculé mathématiquement, je répète, que ce genre de structure pourrait exister, il fallait trouver après des mécanismes réels pour fabriquer dans l'univers ces choses-là. Et là, les choses sont devenues un petit peu plus compliquées parce qu'on s'est aperçu que ces structures hypothétiques, les trous de verre, étaient extraordinairement instables. C'est-à-dire que, admettons qu'ils existent, si vous rentrez dedans, vous le bouchez parce que vous provoquez une perturbation qui va le faire s'effondrer gravitationnellement sur lui-même. Donc, en fait, vous ne pouvez pas le traverser. Donc, on se dit, bon, voilà, donc ces portes des étoiles, elles sont peut-être ouvertes, mais au milieu du passage, brutalement, les portes se faut ferment. trouver des plombiers de l'espace pour déboucher les Mais, siphons. mais, Ouais. mais les physiciens voilà, ne se résolvent jamais à l'échec. Et donc, on a imaginé et calculé, je veux dire, hein, toujours sur le papier, des trous de verre, de créer des trous de verre artificiels qui ne se boucheraient pas. C'est-à-dire, on les créerait par des moyens qui, évidemment, qui sont actuellement totalement en dehors de nos possibilités techniques, mais pourquoi pas dans le futur, on ne peut pas trop préjuger, créer à mesure que un vaisseau spatial avancerait dans l'espace-temps, il créerait, en injectant des formes d'énergie bizarres, etc., qui existent sur le papier, il créerait des déformations locales de l'espace-temps et il créerait des trous de verre artificiels dans lesquels le vaisseau avancerait. Ouais. Donc, bon, je crois que bon, c'est quand même une grosse partie de rêve. On a tous envie de croire qu'un jour nous pourrons échapper à notre système solaire en voyageant ailleurs dans l'univers. Mais bon, c'est pas On grand. ne pourra pas jamais s'empêcher de le faire. Et puis, des gens comme vous, d'une certaine façon, alimentent ces désirs d'ailleurs, ces désirs d'exploration et ces désirs de Parce que aussi, l'un des propos de la recherche scientifique, c'est d'alimenter aussi d'une part de rêve et de poésie aussi. Quand on de éclaire poésie. Bien un sûr. hémisphère humain, rêve et poésie interviennent pour le grand public. Ah, Alors, autre question un peu plus terre à terre, si j'ose dire. Est-ce qu'il est vrai que l'or a été produit lors de la formation de certains trous noirs? Ah oui, hein. Ah, ça c'est quelque chose de relativement récent. J'en parlais pas dans mes livres précédents parce que c'est quelque chose qui date tout simplement depuis de quelques années. Alors il faut savoir d'abord que les éléments qui nous constituent, hein, le carbone, l'oxygène, le calcium, le fer, le magnésium, voilà, tous ces éléments, normalement, ils sont formés par l'explosion d'étoiles massives qu'on appelle les explosions de supernovas. Bon, alors on pensait avoir découvert l'origine de tous les éléments connus. Et puis on s'est aperçu que la quantité d'or qui semble y avoir dans l'univers, parce qu'on est capable à distance d'avoir une idée sur la quantité d'or qu'il y a dans l'univers, elle était supérieure à celle que peuvent produire les supernovas. Donc on s'est posé la question, est-ce qu'il y a un autre mécanisme capable de produire de l'or? Et depuis quelques années, à nouveau, c'est les théoriciens qui l'ont proposé. Ils se sont dit, eh bien, une façon pour former des trous noirs, c'est de mettre en collision deux étoiles très denses qui ne sont pas encore des trous noirs. On appelle ça des étoiles à neutrons. Bon, je n'ai pas le temps d'expliquer ce que c'est, mais ce sont des étoiles très, très compactes qui vivent en couple.
et un jour, elles vont entrer en collision. Au moment de la collision, c'est des phénomènes absolument incroyables qui se passent presque à la vitesse de la lumière. Il y a des températures de milliers de milliards de degrés qui sont créées et il y a des réactions nucléaires qui ne sont pas fabriquées par les supernovas. Et par le calcul, on prédit que d'énormes quantités d'or et de platine également sont produits par ces événements qui sont très rares et exceptionnels. Et donc, ce qui nous fait dire que maintenant, finalement, l'or que nous avons là, dans nos montres, nos bijoux, l'or terrestre, hein, il a d'abord été injecté au début de la vie du système solaire, au moment où il s'est formé, il a été injecté par des événements qui se sont déroulés il y a des milliards d'années, aux confins de la galaxie, des événements extraordinairement rares qui sont ces collisions entre étoiles et neutrons qui fabriquent des trous noirs. Donc, c'est extraordinaire parce que je cite souvent cet exemple maintenant dans mes conférences pour montrer le lien qu'il y a entre notre vie de tous les jours, parce que l'or et le platine nous sont familiers. On a tous quelques atomes d'or et de platine dans nos montres, dans nos bijoux, ce genre de choses. Et ça nous relie directement à des phénomènes cosmiques qui semblent n'avoir aucun lien avec nous, avec notre existence. Et pourtant, c'est eux qui sont responsables. Alors, justement, Jean-Pierre Luminet, est-ce que vous dites que l'or nous relie à des phénomènes extrêmement anciens, profonds du monde cosmique? Est-ce que d'une certaine façon, ça explique pas la fascination des hommes de tout temps pour l'or? Parce qu'il y a quelque chose, c'est pas uniquement la rareté. Pourquoi est-ce que l'or est aussi important à la fois dans la vie sociale, la vie économique, la vie spirituelle aussi, puisque, oui, bien puisque sûr. l'alchimie est née de Oui, l'idée de vouloir fabriquer changer ça, du oui. monde. Ben, parce que ça ressemble, Il n'y a oui. pas une espèce d'intuition, je ne sais pas, Ah, je délire peut-être, mais est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'intuition autour de l'or? Enfin, sur ce quand plan-là, j'ai je ne lu, pense pas quand qu'il j'ai puisse lu y le passage avoir. où vous parlez de l'or, ça m'est apparu assez net. Je me dis, mais ouais, il y a quelque chose. Non, mais vous savez, non, mais effectivement, l'or, c'est un symbole de toujours dans toutes les civilisations, les cultures, enfin, sauf peut-être chez quelques tribus en Amazonie, pour lesquelles l'or, c'est quelconque, mais enfin, peu importe, voilà. Non, je ne pense pas qu'il y ait eu une intuition de ces événements incroyablement rares et bizarres que sont les collisions d'étoiles à neutrons. Mais en fait, bon, il n'y a pas que l'or qui nous relie à l'ensemble des processus cosmiques, hein. Simplement, l'hydrogène que nous avons en nous, parce qu'on est fait en bonne proportion d'eau, hein. Et l'eau, c'est H2O, il y a de l'oxygène et de l'hydrogène. Alors, l'oxygène est fabriqué par des étoiles, des explosions de supernovas, et l'hydrogène, lui, carrément, nous savons qu'il n'a pu être fabriqué dans l'univers. Les atomes d'hydrogène, hein, qui sont dans nos corps et dans tous les objets, ils ont été fabriqués au bout de 3 minutes seulement après le début du Big Bang. Donc, il y a 14 milliards d'années. Donc voilà, on n'est pas seulement relié par quelques atomes d'or qui sont dans nos bijoux à des collisions et des déformations de trous noirs, on est carrément relié au Big Bang lui-même, simplement par notre constitution matérielle. Ouais. Alors, Jean-Pierre Luminet, il y a pas que les trous qui sont noirs dans l'univers. Ouais. Il y a aussi la matière noire. Et vous en parlez dans ce livre, hein, je rappelle. Vraiment, alors là, on effleure les sujets, mais votre livre en parle de façon très approfondie. Donc, les trous noirs en sans question. Oui, donc cette matière noire, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Parce que Oui. elle est dominante finalement dans l'univers. Il y a plus de matière noire que de matière visible. Elle est très largement dominante. C'est vrai que jusqu'à il y a quelques décennies, on pensait que l'univers était constitué, le contenu matériel, énergétique de l'univers était contenu de tout ce qu'on voyait au télescope, tout ce qui brille. 1000 milliards de galaxies, dans chaque galaxie, vous avez des milliards d'étoiles, centaines de milliards d'étoiles, etc. Et puis on s'est aperçu qu'en fait, si l'univers se réduisait à simplement la matière lumineuse, en fait, il ne ressemblerait pas du tout à ce que les modèles prédisent et ce genre de choses. Et donc, par des observations indirectes, on a acquis la certitude qu'il existe de façon prépondérante des formes de matière que l'on ne voit pas, que l'on appelle la matière noire. Mais alors, comment on la détecte? On la détecte indirectement, parce que cette matière noire, parce qu'elle n'émet pas de lumière, hein, de rayonnement détectable, elle agit par la gravitation. Et donc, par exemple, elle fait bouger les astres lumineux. Et c'est en analysant les mouvements des étoiles dans les galaxies, etc., etc., de tous ces moments-là qu'on en déduit qu'il y a forcément, quelque part, la partie immergée de l'iceberg, si vous voulez, cette matière noire. Ça représente plus de 95%
vous rendez compte, 95% de tout ce qui constitue la matière et l'énergie de l'univers est constitué de cette matière noire et d'une autre forme encore bizarre qui s'appelle également l'énergie sombre. Voilà. Et alors, ça reste quand même l'un des principaux défis actuels des théoriciens. Il semble bien que cette matière, même s'il y a quelques contestations, et ça c'est normal dans la science, il y a toujours des points de vue différents, mais le consensus actuel, c'est qu'il y a bel et bien cette forme de matière noire et l'énergie sombre qui est prépondérante. Donc, c'est ça qui domine toute l'histoire de l'univers. Hein. Mais le problème, c'est que qu'est-ce que c'est vraiment? Quel type de particules? C'est pas les particules qui nous constituent. Hein. Voilà, donc c'est autre chose. Alors, on a des théories pour ça, on a des scénarios, mais pour l'instant, aucune expérience n'a mis directement à l'évidence l'existence de ces choses-là. Donc, il y a beaucoup de controverses et de discussions. Mais Et cette matière noire, nous, on n'y participe pas du tout? Pas du tout. On n'est pas du tout constitué, absolument pas. Nous, on est constitué de matière ordinaire, les atomes. Voilà, et ça n'est pas du tout la matière noire. La matière noire dont on a besoin pour expliquer l'ensemble des propriétés de l'univers ne fait pas appel à la matière ordinaire qui nous constitue. Donc, ce n'est pas la matière des étoiles, ce n'est pas la matière des corps humains, ce n'est pas la matière des planètes, c'est une matière exotique qui aurait pu être formée à très haute énergie au moment du Big Bang. Le Big Bang pourrait avoir formé, comme on le vérifie d'ailleurs aujourd'hui dans les expériences de physique de haute énergie au CERN, par exemple, on a des grands accélérateurs de particules. On recrée dans des collisions à haute énergie des conditions que l'univers a pu connaître au bout de quelques milliardièmes de secondes, à peine après son supposé début au Big Bang. Ben, on crée des particules qui ne sont pas des particules atomiques qui nous constituent. Et donc on se dit, ben, l'univers lui-même a pu créer ces particules en grande quantité au moment du Big Bang. Et ce sont des candidats possibles pour la matière noire. On ne les a pas détectés directement avec des détecteurs. Bon, voilà. Et alors ça aussi, vous comprenez que ça interpelle. Oui, et simplement, on pourrait penser peut-être que la matière noire, c'est les trous noirs, mais non, on sait que les trous noirs, il n'y en a pas suffisamment pour expliquer. C'est deux choses différentes. Mais alors, lorsqu'on vous lit sur cet aspect matière noire, et que l'on se rend compte que cela représente potentiellement, selon ces théories, 95% de l'univers, ça veut dire que la matière visible, ce qu'on voit, ce n'est que 5% de l'univers. Absolument, et ne joue quasiment, ça peut être un peu humiliant de manière pour nous, les étoiles, ne jouent quasiment aucun rôle dans l'évolution de l'univers. C'est-à-dire, ce qu'on appelle les modèles de Big Bang, ce sont les modèles qui calculent en fonction à partir de la théorie d'Einstein, l'évolution de l'univers, parce que l'univers, il est en expansion, ce genre de choses. Donc, une question qu'on se pose, est-ce qu'il a un début? Est-ce qu'il aura une fin? Est-ce qu'un jour, il va se recontracter, s'effondrer sur lui-même pour donner un Big Crunch? Ou est-ce qu'au contraire, il va se dilater à l'infini, ce genre de choses? Ben tout ça, ça dépend justement des proportions qu'il y a entre la matière ordinaire, celle des étoiles, des galaxies, la matière atomique dont nous sommes constitués, et ces formes de matière plus exotiques, mais prépondérantes, que sont la matière noire et l'énergie sombre. Et aujourd'hui, on en est à un changement de paradigme, enfin depuis une vingtaine d'années, disons quand même, où en fait l'évolution, le destin, qu'on peut appeler le destin, il n'y a pas de vision finaliste là-dedans dans ce terme, mais l'évolution de l'univers est entièrement gouvernée par ces formes de matière et d'énergie qui nous sont totalement étrangères, mais qui sortent naturellement de nos calculs et de nos observations. Mais alors, Jean-Pierre Levilliers, vous dites qu'il y a 95% de matière noire, 5% de matière vivante. Ouais. La physique. De matière atomique, pas de matière vivante. Oui, de matière visible. Mais la physique, jusqu'à maintenant, elle s'est intéressée aux lois de la matière visible. Bien sûr. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a 95% de notre physique qui n'est pas encore constituée? C'est vrai que quand on présente les choses comme ça, en disant 95% de la matière de l'univers nous échappe, c'est vous qui l'avez dit. Nous sommes trompés depuis le début, etc., etc. D'ailleurs, on reçoit constamment, nous les chercheurs, on reçoit constamment des courriers électroniques, des lettres, etc., de passionnés qui sont des amateurs hein, et qui trouvent inadmissible, qui pensent qu'on se trompe tous depuis le début, à commencer par Einstein et qu'eux, ils ont trouvé des solutions. Bon, évidemment, c'est extrêmement naïf. Non, même si on n'a pas de preuve directe de la nature des particules qui constitueraient la matière noire, on a quand même beaucoup d'idées, c'est-à-dire des modèles, et simplement, il faut attendre que ces modèles soient confirmés ou pas par des observations. Mais, je veux dire, ça fait un édifice. Si on n'a pas cette hypothèse de matière noire, on n'explique pas ce qui est observé. C'est-à-dire, on n'explique pas le mouvement de la matière lumineuse. Donc, c'est en retraçant
ce qu'on observe, la partie lumineuse de l'univers, c'est en étudiant précisément comment elle est, comment elle bouge, qu'on en déduit qu'il y a de la matière sombre. S'il n'y a pas de cette matière sombre, on n'explique pas correctement les choses. Est-ce qu'on J'ai ne peut pris pas l'image de imaginer l'iceberg tout à l'heure. Hein. On voit la partie émergée de l'iceberg, mais l'essentiel, il est dessous. On ne le Est-ce voit qu'on ne pas. peut pas imaginer que, justement, on trouvera des nouvelles lois, théories physiques Mais bien sûr qu'on peut l'imaginer. qui seront beaucoup plus Mais oui, vastes et qui vont englober toutes les théories actuelles, y compris la relativité, la physique quantique, etc. absolument. D'ailleurs, c'était le sujet de mon livre précédent sur lequel nous avions fait l'émission, que vous avez mentionné au début, l'écume de l'espace-temps, où je brossais le panorama de toutes les théories actuelles, les plus, enfin, encore en construction, qui rêvent d'unifier toutes les théories, la relativité générale, la physique quantique, l'infiniment grand, l'infiniment petit, ce genre de choses, et dans lesquelles, effectivement, on pourrait éventuellement trouver des explications et de nouvelles modélisations pour expliquer la matière noire, l'énergie sombre, le destin de l'univers. Voilà. Très bien. Merci Jean-Pierre Luminet. J'avais encore plein d'autres questions à vous poser, mais je renvoie nos auditeurs et nos spectateurs à votre dernier livre, Les trous noirs en 100 questions, paru chez Talandier, et puis à tous vos livres et à vos multiples conférences qu'on peut voir aussi sur YouTube. Tout ça est totalement passionnant. Merci d'être venu à Pile Poule. Et puis donc, vous revenez dans quelques mois nous parler de Van Gogh et des nuits étoilées qu'il a peintes dans la ah Provence. ben, formidable. Peut-être qu'on comprendra. Peut-être on sera peut-être plus sur un pied d'égalité à ce moment-là. Merci Jean-Pierre Luminaire. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. C'était Pile Poule, une émission de Marc Wielinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h. Jean-Pierre